what it mean to be the best. Riding foes, feeling unimpressed, make me reminisce. Throwing balls, bend the corner, set my mind up on the goal. All I know is stay down, bad, bad, I'm the goal. Okay. Who's your fan? I just seem to have one of those faces. Donc, sans préambule ni présentation, on va passer à l'enregistrement. Juste un petit rappel, votre téléphone, vous faites en sorte qu'il ne sonne pas. I'm not only trying to understand you, I'm even trying to believe you. Why? Because damn it, I want to. Juste après le clap. Non mais tu peux, vas-y. Mais je n'en dis pas plus car c'est notre petit camarade Andreas qui se colle ce soir à la présentation. Je vais improviser une présentation parce que c'était pas du tout prévu pour moi de présenter l'ouvrage de David Mühlmann. Donc effectivement, comme Dominique a dit, on avait accueilli à Hébraïa-Tropique David pour un ouvrage qu'on avait tous beaucoup apprécié sur Lénine, un ouvrage également d'analyse de la société française, d'analyse de classe de la société française, et aujourd'hui donc c'est pour un ouvrage sur la psychanalyse avec un objet d'étude assez disons incongru, original, l'urophilie. David va nous expliquer ce que c'est, et je pense que David va aussi profiter de cette occasion pour nous expliquer un peu ce qu'est la psychanalyse, les rapports peut-être de la psychanalyse avec la psychiatrie, en quoi ça se distingue de la psychiatrie. Je sais que tu as une présentation prévue, donc je te passe la main. Non, mais je te remercie beaucoup pour ces paroles d'introduction, et je suis là pour débattre. Alors, oui, j'ai fait un petit texte d'introduction pour cadrer un petit peu les échanges, parce qu'effectivement le titre n'est pas évident, la psychanalyse est aussi sujet à controverse, donc je voulais simplement introduire un peu, je ne prendrai pas trop de temps, je prends une vingtaine de minutes pour un peu introduire les sujets. Je voulais aussi remercier Dominique, toi, Propagande, et vous qui êtes là ce soir, parce qu'on n'a pas l'habitude ici de parler trop de psychanalyse, on parle plutôt de politique, et donc je trouve que c'est vraiment très bien ça montre une ouverture d'esprit auquel je suis sensible. En même temps, la question freudienne, disons, elle traverse aussi un peu nos débats assez souvent, par des mails, par des échanges, par des écrits, par des articles. Et donc avec Dominique, on s'est dit, au-delà même du contenu du livre sur lequel je reviendrai, c'était aussi un peu l'occasion finalement de mettre la pierre sur la table et de parler de la psychanalyse, du freudisme, d'avoir une discussion sur ce sujet-là, parce que ça fait partie en filigrane un petit peu de nos échanges. Donc je ne vais pas parler uniquement de l'ouvrage, je vais parler de ce qu'on appelle la chose freudienne, comme disait Lacan, das Ding, comme il disait en allemand, pour la soumettre à vos appréciations, vos questions les plus libres. Selon le précepte marxiste, nous allons nous élever du particulier au général. Exactement. En partant de cas particuliers fort édifiants de ton travail. Absolument, donc c'est effectivement peut-être le troisième livre de psychanalyse que j'écris en dehors des autres travaux. On pourra parler du contenu qui est technique, c'est sur la question de la problématique urinaire en psychanalyse, qui est une importance clinique méconnue mais très importante, et aussi la théorie des stades psychosexuels que l'on trouve chez Freud et en psychanalyse. Mais donc l'idée, si vous en êtes d'accord, c'est peut-être d'ouvrir les choses de manière un peu plus générale. Et pour ce faire, j'avancerai ceci. Donc j'ai pris quelques notes pour en discuter. Déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que dans les milieux marxistes aujourd'hui, on n'est plus dans les années 70, la psychanalyse est relativement méconnue, voire inconnue, voire ignorée ou méprisée parfois. Voilà, et je pense que c'est évidemment une grande tradition de pensée, de Freud à Lacan. Et je pense qu'il faut l'analyser de l'intérieur, c'est-à-dire qu'il faut analyser la pensée psychanalytique, les écrits de Freud, les écrits de Lacan et d'autres, avec effectivement toujours le risque de lier trop rapidement psychanalyse et politique. Car très souvent, quand on lit psychanalyse et politique, eh bien, on arrive très vite parfois à des absurdités, notamment dans nos milieux, avec l'idée par exemple que la psychanalyse serait une science bourgeoise, que ça serait une science individualiste ou pas une science, etc. Donc je pense que le premier point que je voudrais vous soumettre, c'est effectivement, je pense qu'il faut vraiment analyser les deux veines intellectuelles, marxisme et freudisme, plutôt de manière autonome, même si elles sont articulées, plutôt que d'en faire, si vous voulez, tout de suite un point de vue de l'un sur l'autre, ce qui mène à des réductions, je dirais, grossières.
L'autre point que je voulais vous soumettre, c'est que évidemment, aujourd'hui, la psychanalyse n'a plus le vent en poupe par rapport à d'autres types de psychologie, mais ce qu'il faut se demander, c'est finalement quelle est l'autre grande manière concurrente de penser la psyché, parce que c'est ça la question, c'est par quoi remplacer Freud. On peut remplacer Freud, on peut poser la question de la scientificité, peut-être qu'on en reviendra dans les débats, mais si c'est par la remplacer par Onfray ou par Butler, si vous voulez, moi je préfère encore en rester à Freud. Donc si vous voulez, je pense que dans les grandes théories de la psyché, Freud reste un outil maître, sans dogmatisme, pour penser les mécanismes psychiques. Donc voilà, pour que les choses soient parfaitement claires, moi je suis prêt à me soumettre à la rudesse de la critique matérialiste et dialectique. Je ne suis pas là du tout pour défendre la psychanalyse, c'est pas du tout ma posture, c'est pas ce qui m'intéresse. Je suis simplement quelqu'un qui travaille sur la théorie psychanalytique, c'est une partie de mon activité, en l'articulant à mon activité de praticien, puisque une partie de mon activité est d'être psychanalyste. Donc voilà, rien de plus, rien de moins. Il existe une histoire tourmentée des rapports entre psychanalyse et marxisme qui évolue entre rejet, ignorance, côtoiement et aussi des tentatives de synthèse entre les grandes disciplines. Je pense à ce qu'on a appelé historiquement le freudo-marxisme avec des gens importants, bien que critiquables, qui sont Reich et Marcuse. On pourrait mettre Fromm dans la liste, mais je dois vous avouer que j'ai pas beaucoup de sympathie intellectuelle pour Fromm, que je trouve bien plus faible que Reich et que Marcuse. Pourquoi ce freudo-marxisme a existé? C'est que évidemment, on a eu envie, enfin des gens ont eu envie de frictionner ensemble, enfin de penser ensemble, deux grands géants de la pensée que sont Marx et Freud, et c'est bien légitime de s'interroger sur comment ces deux grandes figures peuvent se penser ensemble. Mais comme je l'ai dit en préambule, ce qui me frappe, c'est que quand on lit Marx et Freud séparément, on a des pensées extrêmement intelligentes et complexes, et quand on essaye de les mêler, on arrive à des platitudes extrêmes. Et donc ma position là-dessus que je réitère, c'est que je pense, comme disait Lénine, qu'il faut savoir marcher séparément et frapper ensemble. C'est-à-dire que je pense qu'il faut, si vous voulez, marcher séparément, penser différemment, sans vouloir trop vite faire une sorte de... croyant faire un bon vin en ajoutant du sucre dedans, et c'est la meilleure manière de faire un plus mauvais liquide. À propos du freudo-marxisme, je ne vais pas développer le thème, mais il faut bien comprendre que en France en particulier, à une certaine époque, il y a une actualité, mais qui est basée sur une grosse confusion entre le freudisme, on va dire, le marxisme et la mode structuraliste de l'époque. Il y avait une grande confusion entre les, on va dire, structuralo-marxisme et le freudisme et le freudo-marxisme, parce que c'était souvent un peu les mêmes. C'était juste, voilà, c'est juste une incise, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Donc il y a cette idée grossière que je vais un petit peu traiter, qui est que finalement, dans nos milieux, souvent, les choses se disent ainsi parfois, que la psychanalyse serait une discipline petite bourgeoise, individualiste, etc. C'est important de souligner que c'est une erreur. C'est une erreur théorique, car si on rentre un peu dans le sujet, Freud a d'une certaine manière une vision très socialisée de l'individu. Il est important de comprendre que Freud ne part pas de l'individu, il part du sujet de l'inconscient, qui est produit d'une histoire et d'un collectif qui est précisément la famille. Si on prend le complexe d'Oedipe, qui fonctionne comme une sorte de paragon de la théorie psychanalytique, le complexe d'Oedipe, c'est précisément chez Freud un complexe lié à des projections et à des identifications sur des tiers, père, mère, fratrie et autres. Et donc d'une certaine manière, chez Freud, le sujet est le produit de cette histoire collective déterminée par la famille. Et donc d'une certaine manière, Freud pourrait faire sienne la fameuse phrase de Marx dans l'idéologie allemande, comme quoi ce sont finalement les conditions matérielles d'existence qui déterminent ce que l'individu est et pense. Donc je voudrais insister sur la dimension matérialiste des présupposés freudiens, avec cette idée que finalement l'individu n'existe pas en tant que tel comme un substrat, il est d'abord le produit de sa socialisation dans l'espace familial, ce qui est une posture très socialisée et qui est une posture très matérialiste sur laquelle des gens qui viennent d'autres horizons, notamment politiques, pourraient le rejoindre.
Donc pour Freud, il est établi que, comme le disent les sociologues qu'on n'aime pas trop ici, mais certains mots peuvent être intéressants, la socialisation primaire, c'est-à-dire la famille, la socialisation primaire, est ce qui détermine l'individu et son mode de pensée, que l'individu croit lui-même comme étant ahistorique. C'est-à-dire qu'on s'imagine tous qu'on a une individualité, une autonomie de pensée, et ce que souhaite ramener la psychanalyse dans cette idée, c'est que ce qu'est l'individu dans sa construction, dans ses modes de pensée, doivent être rapportés à son trajectoire de vie qui est socialisée, et notamment dans l'espace familial. Il y a une autre manière de dire la même chose, si j'essaie de rapprocher, vous comprenez bien que j'essaie de rapprocher les ponts avec la question politique et la question du marxisme, c'est que ce que pense le sujet de lui-même est faux, hein, et fonctionne d'une certaine manière comme une idéologie au sens marxiste, une sorte de pyramide inversée, une sorte de camera obscura. Vous voyez bien que je fais référence là de manière tacite à des termes qui sont ceux de l'idéologie allemande. Hein. L'individu n'est pas celui qui sait comment il fonctionne. Une fois de plus, pour savoir comment il fonctionne, il faut identifier les conditions matérielles d'existence. Et pour Freud, ces conditions matérielles d'existence déterminantes sont les conditions familiales. C'est un point qu'on peut critiquer, mais là, mon enjeu, c'est simplement de souligner la dimension matérialiste de cette chose-là. Lacan dit dans son séminaire 2, qui porte sur la théorie du moi, qu'il y a une folie ordinaire qui est que le sujet se pense comme une individualité, hein, c'est-à-dire comme une entité débarrassée des scories sociales. C'est un point qui me semble très juste et qui dit qu'il y a une folie partagée, c'est que tout le monde se sent individu, c'est-à-dire tout le monde croit s'appartenir et tout le monde pense avoir construit sa propre vie par le seul mouvement de sa pensée consciente. Or, effectivement, Lacan, fidèle à Freud, considère que c'est une folie puisque la réalité est qu'il y a des déterminations inconscientes qui ont été produites dans la prime enfance qui déterminent dans une certaine mesure ce que le sujet est. Et donc là, je pense aussi qu'un marxiste ou quelqu'un des milieux politiques pourrait être parfaitement d'accord, au-delà de, de la valeur scientifique de cet argument, avec en tout cas ces présupposés-là. Hein. Alors, c'est pour ça que je pense que Freud ne pose pas un problème si on essaie de l'articuler avec Marx. Par contre, effectivement, il en pose un avec Descartes, puisque avec Freud, comme l'a longuement rappelé Lacan, ce n'est pas le « je pense donc je suis », mais « je suis précisément là où je ne pense pas ». C'est là où il y a une inversion fondamentale proposée par la psychanalyse, c'est que la vérité du sujet ne se situe pas dans sa réflexivité et dans la pensée qu'il a de lui-même, mais dans les éléments historiques, familiaux, inconscients, pulsionnels qui ont construit un mode de pensée singulier. Donc, il y a un débat complexe dans cette triangulation entre Freud, Marx, Descartes. Alors après, évidemment, on peut discuter sur le niveau d'intensité de ce déterminisme familial, savoir quels sont son poids ou sa pondération par rapport à ce qu'on peut appeler la socialisation secondaire, c'est-à-dire l'espace du travail, les espaces sociaux lorsque l'individu est adulte, tout ça est à discuter, mais il y a, je le redis, ce matérialisme-là, un matérialisme qu'on pourrait appeler familial, un matérialisme familialiste, certains ont dit, mais je n'aime pas trop ce terme parce qu'il a une connotation deleuzienne que je trouve rebutante. Mais voilà, matérialisme familial, disons. Donc ça, c'était le sujet du matérialisme. Après, j'aborde un deuxième sujet qui est la question de la proximité avec la question de la dialectique, qui nous intéresse beaucoup. Là aussi, je pense qu'il y a une proximité, enfin je trouve qu'il y a une proximité de Freud avec la pensée dialectique sur au moins deux plans. Le premier, c'est tout de même de penser la psyché comme un espace de tension, et plus encore comme un espace de contradiction. À la fois dans la première topique freudienne et la deuxième topique freudienne. Très rapidement, la première topique freudienne, c'est l'architecture qu'a construit Freud entre l'inconscient, le préconscient et le conscient. Et la deuxième topique dans les années 20, c'est entre le ça, le moi et le surmoi. C'est deux topiques qu'il a conservés, il n'a pas substitué une à l'autre, donc énormément de complications théoriques, mais ce n'est pas le sujet. L'idée, c'est que dans les deux topiques, il y a cette idée de tension, de contradiction entre des instances psychologiques. Okay, donc,
il y a cette idée d'un équilibre contradictoire, précaire, qui conditionnerait des tensions psychiques, avec cette idée que la cure pourrait constituer une sorte de dépassement de ces contradictions, mais là aussi un dépassement d'une certaine manière très hegelien. Le terme que Freud utilise pour parler de ce dépassement des tensions ou des contradictions dans le cadre de la cure, c'est le terme allemand exact, et Durcharbeiten, passer à travers, travailler à travers, que des psychanalystes ont traduit comme par perlaboration. Et vous voyez bien que ce qui est intéressant, c'est que dans ce travail de dépassement, il ne s'agit évidemment pas d'éradiquer la pulsion, d'éradiquer les fantasmes, d'éradiquer les symptômes. Il s'agit à la fois de les dépasser et de les conserver, ce qui est précisément quelque chose qui nous ramène à cette dynamique hegelienne. On notera aussi les visions architecturales de la psyché, donc je l'ai dit, inconscient, préconscient, conscient, ça, moi sur moi, qui là aussi, on ne peut pas s'empêcher de penser à la vision très architecturale du monde social qu'a Marx, avec sa division entre base infrastructurelle et superstructure. Donc là aussi, il y a quelque chose d'homologue. Le deuxième point sur la dialectique, et après j'arrêterai sur une présentation générale, c'est que la pensée freudienne est systématiquement construite dans une logique de dualisme dialectique. Entre d'une part, par exemple, les pulsions sexuelles et les pulsions d'autopréservation du moi. Pour faire vite, les pulsions sexuelles, c'est voilà, des éléments de désir, des éléments de fantasme, des éléments d'emprise que l'on aurait, qui s'opposent effectivement à des contraintes sociales. Donc il y a une tension finalement entre des désirs profonds et des contraintes sociales. Donc tension entre deux types de mécanismes. Et d'autre part, à la fin de sa vie, dans les années 20, il a introduit un deuxième type de dualisme pulsionnel entre les pulsions de vie et les pulsions de mort et d'agression. Là aussi, on peut discuter de la pulsion de mort, il y a 1000 débats. Et c'est pas ça que j'ai envie de faire, sauf si vous le souhaitez. Mais c'est qu'on voit à chaque fois que Freud, notamment par rapport à Jung, notamment par rapport à Adler, notamment par rapport à Ferenczi, s'est toujours opposé à l'idée d'un monisme pulsionnel. Il a toujours voulu penser la psyché comme un espace de contradiction duel. Ce qui, à mon avis, est très proche de la pensée dialectique, même si ce n'est pas explicité comme tel par Freud. Donc voilà, je pense qu'il y a matière à échange. Voilà. Il y a matière à polémique, il y a matière à critique, sur des questions de scientificité, sur des questions etc. Mais je pense aussi que c'est intéressant de montrer, enfin j'espère, qu'il y a matière à échange entre ces deux grandes disciplines. Maintenant, pour terminer, si vous le souhaitez, je peux présenter quand même 5 minutes l'objet de l'ouvrage spécifique. Mais vous comprenez que je n'avais pas envie d'aller directement dans les éléments. Bon, alors on peut se demander pourquoi j'ai écrit un livre sur... On va du général au particulier. Ouais, ouais. On va du général au particulier. Pourquoi j'ai écrit un livre sur l'urophilie? Donc l'urophilie, ça veut dire spécialement l'attirance sexuelle, il faudrait définir le terme sexuel, l'attirance pour l'urine. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors pourquoi j'ai écrit ça? Parce que c'est une importance clinique. C'est une importance clinique, c'est-à-dire que si je prends des cas dits normaux, si vous voulez, ce qu'on appelle l'énurésie commune, c'est-à-dire le fait que, excusez-moi la trivialité, mais voilà, on est entre nous, le fait que voilà, les enfants, n'importe quel, je ne connais pas d'enfant qui n'ait jamais fait pipi au lit, si vous voulez, la question de l'énurésie commune est un fait clinique, si vous voulez, que n'importe quel pédiatre ou n'importe quel parent connaît. Donc il y a quelque chose qui existe là-dessus. Okay, si on prend des cas de maladies mentales et notamment dans des cas psychotiques, très souvent, moi qui ai travaillé dans des cas qui sont intervenus dans des cas d'unités fermées dans des hôpitaux psychiatriques, il y a dans des cas de psychose ce qu'on appelle des troubles excrétoires, c'est-à-dire effectivement des gens qui sont tellement malades psychiquement qu'effectivement ça produit comme on le dirait, un corps qui lâche avec des fuites des selles, des fuites urinaires, etc. Donc cette question des bordures du corps et de la rétention ne va pas de soi dans des cas psychiatriques lourds. Et puis enfin, dans les cas de démence au sens psychiatrique, c'est-à-dire dans des cas, notamment des cas de vieillesse, de ralentissement neuropsychologique et moteur, et bien là aussi on connaît des questions d'incontinence qui sont importantes pour n'importe quel gériatre ou pour n'importe quelle personne qui s'occupe de personnes âgées. Donc il y a une importance clinique. Or ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'y a rien sur le plan théorique qui traite de ce sujet-là. Quand on regarde la littérature psychiatrique et notamment le DSM, qui est l'ouvrage maître de la psychiatrie mondiale, eh bien, la question de l'urophilie est traitée, si vous voulez, de manière très
voilà, il y a 2-3 lignes qui traînent dessus. Quand on regarde dans le champ psychanalytique, il n'y a rien non plus à part quelques textes de Freud sur l'énurésie infantile, donc il n'y a pas grand-chose. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que, ce qui existe par contre, c'est il y a une littérature sur l'urophilie au sens de la perversion sexuelle. Il y a notamment une tradition qui a été ouverte par un sexologue du 19e siècle qui s'appelle Richard von Krafft-Ebing, suivi par un psychologue qui s'appelle Havelock Ellis, qui sont des gens importants. Freud d'ailleurs les cite très souvent, qui ont écrit des livres sur la perversion urophile. Donc perversion urophile, c'est le cas où effectivement des jeux autour de l'urine s'insèrent dans des rapports sexuels. Alors, ça peut vous sembler totalement anecdotique. En fait, j'ai fait une étude épidémiologique sur la littérature mondiale existante. C'est pas si anecdotique que ça. Ce n'est pas si anecdotique que ça. Autant les cas de zoophilie, de coprophilie, etc., sont des cas extrêmement rares. Autant la question, effectivement, des jeux sexuels autour de l'urine n'est pas aussi rare que ça d'un point de vue statistique et épidémiologique. On pourrait revenir si vous vous intéressez. Mais moi, ce qui m'intéressait plutôt, c'était de faire sortir cette question, vous comprenez bien l'urophilie, de la question de la perversion, pour y dégager ce que j'appelle un courant sensuel universel. Pour le dire très simplement, il y a eu un débat, et je m'arrêterai ensuite là-dessus, il y a eu un débat historique important dans les années 1910 entre Freud, son collègue Karl Abraham, et une troisième personne qui s'appelait Isidor Sadger, précisément autour de ce sujet-là. Parce qu'il y a une théorie des stades psychosexuels qui a été stabilisée. Grosso modo, on pourrait y revenir, je ne peux pas tout expliciter d'un point de vue technique, mais grosso modo, la psychanalyse a stabilisé 3 stades d'évolution psychosexuelle, qui sont le stade oral, qui correspond au moment de la tétée, le stade anal, et le stade génital, qui est celui lié à la puberté. Bon. Et Isidor Sadger faisait pointer à Freud et à Abraham qu'avant la question du stade anal ou la question du stade génital, on sait bien que la question du soulagement à l'occasion de la miction provoque des éléments de volupté pour n'importe quel petit enfant. Si vous voulez, la question du soulagement quand on a la vessie pleine, les jeux d'eau, les jeux d'urine, la question du soulagement urinaire pour un enfant fait partie, si vous voulez, il y a une certaine dimension de plaisir que l'on a pu analyser cliniquement. Donc il posait cette question à Abraham, etc. Mais en fait, historiquement, c'est passé à la trappe, et j'analyse cette controverse historique pour ne retenir finalement que 3 stades, qui sont le stade oral, le stade anal et le stade génital. Et donc j'essaye de contribuer modestement à cette théorie des stades psychosexuels dans la psychanalyse, en essayant d'expliquer que la logique que l'on trouve dans le stade anal, qui est évidemment la logique de rétention-expulsion, quelque part se retrouve également dans la question urinaire avec une même logique de rétention-expulsion, et que je pense qu'il faut, je m'arrêterai là sur cette technicité-là, considérer un stade anal de manière beaucoup plus large que l'ont fait Freud et Abraham, en articulant la question sphinctérienne, excusez-moi pour la technicité, à la question urétrovésicale, qui est celle liée à l'urophilie. Je ne le fais pas pour un plaisir théorique, je le fais uniquement parce que, comme j'ai essayé de vous l'expliquer, que quand j'ai envoyé ce livre à des pédiatres, à des gériatres, ou à des gens qui s'occupent de personnes psychotiques dans des hôpitaux psychiatriques, eh bien cette question-là est une question qui se pose au quotidien et sur laquelle finalement on ne parle pas, c'est un tabou, mais en même temps, quand on est soignant, on a aussi besoin d'être un peu armé théoriquement. Voilà, je m'arrête là-dessus. Parce qu'on est pervers, mais parce qu'on est matérialiste. Voilà, et que comme disait Marx, il me semble qu'il dit, reprenez cette phrase, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des choses humaines, on peut s'en cacher, mais voilà, rien de ce qui est humain, n'est-ce pas qu'il dit ça? Oui. Hein, je crois que c'est un truc de terrestre. Je vais pas épiloguer là-dessus, mais ça rappelle un débat qui sera d'actualité sans doute avant longtemps, c'est de comprendre pourquoi ce qu'on a appelé ensuite les sciences humaines était destiné à gommer, à effacer la science marxiste. Voilà. C'est-à-dire le pas décisif que Marx avait fait franchir à la science, à la philosophie en tant que science et à la science en tant que philosophie. Voilà, rien. Donc, ça nous a donné les sciences humaines dans toutes leurs variantes, y compris sciences sociales que nous avons aujourd'hui. Voilà, donc je suis parti là-dessus, de cette phrase de Marx, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Il y a des choses qui existent dans le monde humain qui sont des bizarreries, eh bien, essayons de les analyser avec une certaine scientificité, sans jugement moral, voilà.
je m'arrête là. Merci beaucoup pour cette présentation. Dominique vient de dire qu'on était passé à l'inverse de ce que disait Marx, du cas général au cas particulier. Je propose de faire le chemin inverse et de passer du cas particulier au cas général. Le cas les questions qui sont soulevées par ton ouvrage et l'urophilie de manière générale, tu as dit qu'elles étaient très présentes en psychiatrie. Qu'est-ce que la psychanalyse apporte par rapport à la psychiatrie? Quelle est la différence entre la psychiatrie et la psychanalyse? Alors, en l'occurrence, sur cette question-là, et donc plus généralement, quelles sont les différences? Et plus généralement, quelle est la nature? Est-ce que la psychanalyse est une science ou est une discipline au même sens que l'est la psychiatrie? Est-ce qu'elle a la prétention de soigner, par exemple, comme soigne la psychiatrie? Je te propose de partir de cette différence entre psychiatrie et psychanalyse. D'accord. Problème classique. Problème classique et important et difficile en même temps. Classique et difficile de répondre. Alors je vais essayer de répondre. Alors, évidemment, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a une histoire des deux disciplines et que la psychiatrie d'aujourd'hui n'est pas la psychiatrie d'il y a 30-40 ans et ça dépend dans quel pays on se place, dans quelle tradition on se place. C'est-à-dire qu'il y a 30-40 ans en France, il n'y a pas un disons il y a 40 ans en France, il n'y a pas un psychiatre un peu sérieux qui n'avait pas une expérience analytique. Aujourd'hui, c'est bâton dans l'autre sens. Ce qui trône, ce sont, et c'est très bien, les neurosciences, et ce qui est moins bien selon moi, c'est les approches cognitivo-comportementalistes. C'est ça qui, donc, aujourd'hui, la psychiatrie s'appuie sur ce qu'on appelle le DSM, qui est le Diagnostic Mental Health, etc., qui est le manuel de psychiatrie américaine, qui n'a plus de vocation explicative. C'est-à-dire que ce qui caractérise aujourd'hui la psychiatrie, c'est de décrire des troubles. De faire un recensement de troubles et en fonction des troubles existants, donc des symptômes, de mettre un traitement médicamenteux en face. Donc le terme urophilie existe comme trouble non classifié dans le DSM, c'est-à-dire que c'est un trouble qui existe, qui sont obligés de le reconnaître, mais on ne peut juste rien en dire. Donc quand vous lisez le DSM, il y a marqué trouble non classifié, vous lisez urophilie, zoophilie, coprophilie et scatologie téléphonique. Je ne l'invente pas, c'est assez comique. C'est comme s'il y avait un lien, si vous voulez, et entre la scatologie... Des médicaments ? Ben non, puisqu'ils ne savent pas ce que c'est. C'est justement, c'est dans l'annexe. Donc, comme s'il y avait un lien, si vous voulez, c'est là où, entre la scatologie téléphonique et l'urophilie, et voilà. Donc ça, le point, il est... ce qu'apporte historiquement la psychanalyse, si on la différencie de la psychiatrie, c'est certains diraient une prétention explicative, qu'on dit éthiopathogénique, étiologique. C'est-à-dire qu'on va essayer de rechercher les causes d'un phénomène que l'on considère comme un symptôme. Donc ça, c'est, je pense, la grande différence. Donc la question n'est pas, comme on la présente trop souvent, médicaments ou pas médicaments. Il y a des cures qui se font adosser à des médicaments, et puis il y a des psychiatres qui font la promotion de cures par la parole, au sens plus large. Le débat, il n'est pas vraiment là. Est-ce que l'on traite le symptôme par le symptôme, ou est-ce qu'on essaye de considérer qu'il y a une cause psychique du symptôme dans un fonctionnement qui est beaucoup plus structural. C'est-à-dire qu'on essaie de dégager une structure de personnalité dont un des éléments est un produit symptomatique. Ça, c'est la grande différence. Après, sur la question spécifique de l'urophilie, comme j'ai essayé de le montrer, il n'y a pas grand-chose ni en psychiatrie ni en psychanalyse. Ça, c'est un autre sujet. Et ensuite, il y a la question du soin, si tu veux qu'on aille là-dessus, qui est une question évidemment très très compliquée. Qu'est-ce que la psychanalyse peut apporter en termes de soins? Voilà. On peut aussi se demander qu'est-ce que la psychiatrie peut apporter en termes de soins. Non, bien sûr, non, j'ai... Psychanalyse, ok, pas. Voilà, alors c'est ça, juste une incise, je te laisse préparer ta réponse. C'est une question qu'affrontait y compris Lacan, qui n'était pas, contrairement à ce qu'on raconte, un freudo-marxiste. Il n'était pas marxiste, Lacan, mais il était structuraliste. Et lui, c'était dans la... Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais il y a un petit texte que vous connaissez où j'explique ça. Donc il part des problématiques de langage, de structure, puisque l'inconscient doit être compris comme un langage, avec sa syntaxe et la production de sens à partir de ça. Donc là, on met de côté tous les aspects qui ont été évoqués brillamment par David. Lui, Lacan, il répondait à cette question de manière très claire. La psychanalyse
psychanalyse est une science, au sens où la philosophie s'inscrit dans l'arbre des sciences, et on est dans la lignée de la philosophie de l'esprit, il n'a jamais dit qu'il avait guéri qui que ce soit. C'est une grande différence avec Freud, qui lui était médecin, et considérait que c'était une sorte de médecine nouvelle qui s'attaquait à un certain type de troubles, de pathologies qui n'étaient pas pris en compte jusque-là, et lui prétendait, y compris dans la relation qu'il fait des cas qu'il a traités, arriver quasiment à une guérison. Voilà. Alors le débat, il se situe là. Mais par exemple, Lacan, lui, ne disait pas qu'il allait guérir les gens, qu'il les guérissait. En revanche, il y avait des soins. Et la question, est-ce qu'ils allaient mieux? Voilà. Alors, je partage ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que, en fait, la position de Freud a évolué. C'est-à-dire qu'il y avait une position, je dirais, du jeune Freud et du jeune mouvement psychanalytique qui a un certain enthousiasme avec cette idée qui, à mon avis, reste valable, qui est que si vous voulez soigner quelqu'un, mais là, on parle des névrosés, on ne parle pas des psychotiques, il faut aussi distinguer quel type de malade. Sur le plan des névrosés, donc les hystériques, les obsessionnels, eh bien, effectivement, en comprenant et en aidant le sujet finalement à lever les refoulements qui lui permettaient de comprendre ses émotions, ses inconscientes et pulsionnelles, la personne arriverait finalement à aller mieux. Mais il y a quand même chez Freud une pente pessimiste sur le plan thérapeutique. Et à la fin de sa vie, Freud disait effectivement la guérison peut advenir de surcroît. C'est-à-dire que la guérison ne peut pas être recherchée comme but, elle peut advenir, mais ça ne peut pas être un but premier. Le but premier est l'analyse, avec l'idée que l'analyse sert à quelque chose à l'individu pour se dégager de l'emprise de certains mécanismes répétitifs. Mais effectivement, la guérison ne vient que de surcroît. Donc j'aurais tendance à dire, s'il fallait caricaturer, que le but premier de la psychanalyse n'est pas de guérir, il est d'analyser, comme le présente la psychanalyse. Après, ma question est, dans les cas névrosés, est-ce qu'on peut considérer que ces personnes peuvent s'en sortir par un seul traitement médicamenteux, sans thérapie par la parole, c'est-à-dire sans capacité finalement à comprendre ce qui les agite? Ma réponse est non. Donc voilà, c'est une position précaire, médiane. Voilà. Dans ce cas-là, posons la question très directement. Concrètement, qu'est-ce que c'est que l'analyse? Alors l'analyse est un dispositif. Bonne question. Merci. C'est un cadre, c'est un cérémoniel, c'est un cadre déjà où se rencontrent un thérapeute ou un analyste et un patient avec une certaine régularité, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une discussion entre deux, et où finalement, par un dispositif de divan ou fauteuil, parce que là aussi les choses ont évolué, l'idée de dire à la psychanalyse c'est forcément le divan est faux, il peut y avoir très bien analyse sur fauteuil, eh bien l'analyste va aider un sujet à objectiver des déterminants inconscients qui le font souffrir. Voilà l'idée. Tout ça est payant. Sur la question du, oui, on peut parler. Je veux bien compléter la réponse sous ton contrôle. C'est une discussion qu'on a eue souvent. Pour bien comprendre ce que c'est que l'analyse, j'explique souvent aux gens qu'il faut, à partir de l'explication que je vais vous donner dans quelques instants, dans quelques secondes, le succès à la grande période de la mode de la psychanalyse freudienne. Il y a eu des modes, des inepties de Jung et autres. Bon, je passe là-dessus, Wardereich et compagnie. Non, là on parle des choses sérieuses, de la science réelle, des connaissances. Donc, la psychanalyse freudienne, elle l'a très bien pris socialement. Elle est devenue un marché intéressant. On a vu se développer les psychanalystes dans deux milieux bien précis. Les modèles, les valeurs du capitalisme, à entendre des gens comme Todd, les valeurs protestantes, les juifs et les protestants. Pourquoi? Parce que les juifs, comme les protestants, font partie de notre univers judéo-chrétien occidental, mais ils ne connaissent pas la confession. Si vous voulez imaginer la fonction, y compris sociale, et le dispositif même que vient de vous décrire David, il faut imaginer que la confession a dans une large mesure la même fonction. Il y a également le paiement, c'est l'acte de contrition, donc le j'avoue c'est le bon. Mais pour bien comprendre comment ça fonctionne, le principe évidemment un petit peu différent,
mais il est un petit peu différent dans la mesure où, dans le cas de la confession, il s'agit de s'expurger périodiquement, en principe toutes les semaines au moins, et en tout cas avant d'aller à la messe et de communier, de se débarrasser de ses péchés, c'est-à-dire de toutes les névroses, de tout ce qui va donner les névroses par la suite. Et donc l'objet de la psychanalyse est quand même évidemment différent, c'est de se rendre compte de ce qu'on essaye de se cacher. Tandis que dans la confession, peu importe, c'est pas le problème, c'est uniquement le formalisme qui compte. C'est donc beaucoup plus pratique, d'où le succès, y compris de la religion catholique, dans ce domaine à propos de ça. Donc, bien comprendre que l'analyse, ça consiste à faire un petit peu ce qu'on fait, pour ceux qui savent, à Confesse, avec des objectifs et un dispositif assez proches, mais le but, c'est de se confesser à soi-même. C'est ça la grosse différence. Est-ce que... Alors, je partage entièrement votre point, avec un bémol, si tu me permets, excuse-moi. Eh ben voilà, donc on a dû voir le débat. Non, mais... Il n'y a pas d'écho dans la confession. Attendez. L'entretien avec le rabbin existe aussi. Non, mais on peut... Oui, mais ça n'a rien à voir. Non, mais... Il s'agit de te purger de tes péchés. C'est pas un entretien avec le rabbin, c'est pas une discussion que tu peux avoir avec des amis. C'est un acte, c'est un sacrement. Je veux dire, c'est-à-dire, c'est là vraiment tu vas tu es débarrassé après y compris de tes mauvaises pensées, c'est très important. Et donc, sauf que le problème, c'est que là, c'est vis-à-vis du bon Dieu. Tandis que dans le cadre de la psychanalyse, de l'analyse, c'est le grand autre, comme dirait Lacan. C'est-à-dire, c'est l'autre, effectivement, mais en fait, c'est soi. Alors, je pense que c'est soi aussi dans les deux cas. Alors, non, pas dans la confession, en tout cas. Il y a un psychanalyste qui s'appelle Juan David Nasio qui a dit une phrase qui me semble très juste, justement, qui pointait la différence entre confession et dispositif psychanalyse. Il disait, dans la confession, l'individu dit ce qu'il sait, dans l'analyse, il dit ce qu'il ne sait pas. Je pense que c'est très juste, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement dans l'analyse de dire j'ai trompé ma femme, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il s'agit d'avoir une parole, comme disait Lacan, une parole pleine, une parole, etc., pour laisser émerger des éléments que l'on ignore du point de vue de la pensée consciente. Donc ça, je pense que c'est une différence. Il y a juste un autre point, je voudrais revenir à la question de la guérison et peut-être montrer mon positionnement là-dessus, parce qu'on a parlé de la névrose, sur laquelle j'ai une position, disons, dialectique, enfin compliquée. Sur la question des psychoses, donc paranoïa, schizophrénie, psychose maniaco-dépressive, qu'on appelle aujourd'hui trouble bipolaire, moi j'ai une position beaucoup plus nette, c'est-à-dire que Lacan justement pensait qu'on pouvait avoir un rapport analytique dans le cas des psychoses. Moi je pense que la psychanalyse, comme Freud le disait, est faite pour les névrosés. Pour Freud, c'était très clair. La psychanalyse est faite pour les névrosés. Après, aujourd'hui, comme il y a une vraie confusion professionnelle entre psychanalystes et psychothérapeutes, on peut très bien recevoir, en tant que psychothérapeute, des psychanalystes, d'un point de vue psychothérapeutique, des psychotiques, mais ce n'est pas un travail analytique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire un travail de régression, il s'agit de faire ce qu'on appelle un travail de soutien, c'est-à-dire que vous avez un paranoïaque qui va vous raconter que les pigeons lui parlent ou que les martiens vont arriver, etc. L'idée n'est pas de le démentir, l'idée n'est pas de l'essayer de lui faire comprendre pourquoi il pense comme ça, l'idée est de conforter quelque part son délire, c'est la seule chose que l'on peut faire. Mais moi, ce n'est pas de la psychanalyse, c'est la thérapie, ce qu'on appelle la thérapie de soutien. Voilà. Mais vous trouverez des lacaniens qui vous diront autre chose que moi, mais moi je pense qu'il faut rester là-dessus, raison gardée avec Freud. Voilà, c'est mon point de vue. Non, mais excusez-moi, mais bien sûr. À l'argent est quand Dites-moi. même très important. C'est vrai. Dis-moi. Extrêmement important. Et par exemple, chez Lacan, je ne me souviens plus d'un livre où il y avait oh mince, j'ai oublié le titre. Le mec, il cherchait tous les moyens de donner du fric pour aller voir Lacan, etc. Comment s'appelle ce bouquin? Bon, bref, je vais le retrouver. Mais le rapport avec l'argent, attendez, j'ai 70 ans d'analyse, moi, avec plein de très bons analystes, par ailleurs, donc Lacan en particulier, mais le rapport à l'argent est quand même très très présent entre la parole et l'argent. C'est-à-dire quand vous allez voir votre psy, vous dites est-ce que ça va me rapporter quelque chose, en gros. Excusez-moi d'être un peu vulgaire là-dedans, mais
il y a ce rapport entre la parole et le fric. Oui. Et vous avez raison. C'est le rapport de valeur. Voilà, Tu as raison de soulever, c'est le rapport de valeur. Bien que dans la psychanalyse moderne telle qu'elle se pratique et qu'on évoque, c'est beaucoup aussi un élément formel du dispositif. Oui, c'est de dans ce genre-là que... Je sais, on l'accepte, c'est clair. Oui. Il s'agit, je ne vais pas jouer de la gagnante, mais de donner de soi-même. De donner de soi-même. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas effectivement donner de vous-même sans payer, sans que c'est une charge symbolique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prétendre... comment dire, vous investir psychiquement, émotionnellement dans un acte de parole, si ça ne vous coûte pas, au sens le plus large du terme coûter. Mais oui, sans ça, c'est pas efficace. Si ça ne vaut rien... Si ça ne vaut rien, vous parlez du dernier... L'ouvrier de quoi il va pas se payer une... Je vais te passer la parole. Après, il y a la question du... Voilà. Et l'autre truc qui me surprend tout... Je réponds. Je pense que nous ne sommes pas en désaccord. Là, sur les réponses que fait Lacan, etc., bon, il y a toutes sortes de blagues, de trucs d'affêterie lacanienne un peu mondaines, mais l'idée générale, c'est quand même celle-là qu'on vient d'évoquer. C'est une question de valeur, c'est de la valorisation sociale, c'est un échange marchand, c'est-à-dire que tu demandes à l'analyste, au praticien, comme tu demandes à ton médecin, mais si c'est gratuit, dans du moins la perspective freudienne et lacanienne de l'analyse, du coup ça ne vaut rien, ça n'a absolument aucune efficacité. Puisque c'est pour toi que ça doit avoir de la valeur. Tu vois, il faut que tu y crois. Moi, j'ai eu des patients qui, grosso modo, alors j'intervenais en Seine-Saint-Denis, à l'île Saint-Denis, donc dans des milieux, disons, prolétaires, enfin des milieux défavorisés, des femmes de ménage, des ouvriers, du bâtiment, des plombiers, des éboueurs. J'ai reçu ces personnes-là. Donc je les faisais payer en fonction de leurs possibilités, donc je sais pas, des séances à 15 €, des choses comme ça. Donc il s'agit de régler le prix en fonction des capacités des gens, mais il s'agit aussi, effectivement, et je l'assume, un peu de les mettre en tension pour que ça ait de la valeur. Et donc moi j'ai des patients j'avais une séance à 15 €, je me souviens d'une patiente qui m'a dit est-ce qu'on peut baisser le prix ? 15 €, dame était femme de ménage. Et donc... Et en fait, elle m'avait raconté dans cette séance-là qu'elle était allée au cinéma à Gaumont, je sais pas quoi, voir je ne sais quelle connerie de Shrek, etc. avec ses gamins samedi dernier, ça lui a coûté 60 balles. Ou que son mari est allé boire une bière, aujourd'hui vous prenez une bière à Paris, vous en avez pour 8-10 €. Donc si vous voulez, c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'il s'agit de régler l'argent par rapport aux possibilités du patient, il ne s'agit pas de le frustrer ou de le mettre en déséquilibre. Non mais c'est pas ce que vous dites, mais j'élabore mais il s'agit aussi que les choses ont de la valeur. C'est-à-dire que si vous pouvez payer 10 € pour aller au cinéma et que vous ne pouvez pas payer 10 € en analyse, au-delà de la rétribution du psy, qui à mon avis quand même est naturelle, vous ne pouvez pas attendre grand-chose de quelqu'un qui ne passe pas plus haut sa propre dynamique de parole dans l'idée d'aller mieux que d'aller payer une place pour aller voir Shrek. Là, vous voyez ce que je veux dire ? Entre parenthèses, vous nous tendez toutes les deux une perche sur les aspects, alors là, de l'approche marxiste de la question. Puisque là, on voit typiquement que c'est un rapport de classe, la manière de valoriser en fonction de la classe sociale. Oui. Et donc, évidemment, ça va avoir une valeur mondaine considérable à l'époque de la grande mode de la psychanalyse. Donc, la classe d'élite... la petite bourgeoisie éduquée, en général, dont nous sommes tous partis, nous en avons fait, en tout cas tous fait partie, eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement valorisant, comme toutes sortes de pratiques sociales. On accorde d'autant plus de valeur, mais justement, cette valeur, elle est fonction, et si on revient aux aspects matériels, des possibilités liées à la séparation de classe, à la valeur individuelle que peut mettre en face le sujet à analyser, en face du psychiatre et ainsi de suite. C'est-à-dire que, mais c'est important dans le cadre de la psychanalyse parce que, surtout, c'est très français parce que dans tous les pays où il n'y a pas un système, même s'il est très délabré chez nous, le système de protection sociale fait que quand même dans une large mesure la médecine est gratuite, mais dans tous les endroits, et j'en connais beaucoup, où ça n'est pas le cas, eh bien, le rapport est évidemment un petit peu différent, mais chez nous, on est habitué au fait que on a confiance. Enfin, jusqu'ici, on avait confiance au médecin, donc la valeur qui est très grande qu'on accorde à ce qu'il va pouvoir faire pour vous ne se traduit pas par
ou peu, bien que de plus en plus ça se traduise aussi comme ça devient également le même type de rapport de classe, vu les évolutions qu'on doit à tout le système, notamment depuis Sarkozy, et ça s'arrange pas évidemment avec Hollande, Macron et la suite. Mais le principe, c'est que il y a un rapport de classe aussi qui passe au travers de ça, à partir de l'échange marchand, de l'échange de valeurs. Donc là, tu peux appliquer très bien des approches marxistes, matérialistes, sur le rapport de valeurs qui se joue, et c'est là-dessus que les propos, parfois provocateurs, de Lacan s'appuient. De la même manière que ça s'adresse, comme tu l'as rappelé, aux névrosés. Et c'est pas juste des petits soins comme ça pour... sans ça, tu vas voir ta cartomancienne ou Dieu sait quoi, ça va aussi bien, ou voilà, ton gourou et autres. Pour te sentir mieux, tu prends un pétard. Mais ça coûte ce que ça coûte d'ailleurs. Mais là, il s'agit vraiment de soins et autres, mais qui ne marchent que si tu y crois, si tu adhères vraiment, qui n'est efficace que dans cette mesure-là. Et donc, c'est là que se joue le rapport de valeur et la valeur différenciée entre ceux qui ont des moyens ou pas. Ben, on retrouve dans le problème de la valeur dans une approche de séparation de classe. Allez-y. Moi, je vais dire, mais par exemple, quelle valeur accorder, c'est une question assez bête, hein, au travail sur les jeux de mots. Je sais, par exemple, Dominique a beaucoup fait des jeux de mots et c'était un truc très lacanien, ça, le tuyau de poil. Comment vas-tu, tuyau de poil? C'est assez prosaïque comme point. Mais comme tu sais, j'évoquais ça dans un cadre bien particulier où j'explique, où j'ai expliqué, pas toujours dans ce que je vous ai écrit, mais quand on discute entre nous, que, je l'ai rappelé tout à l'heure, Lacan s'inscrit dans une perspective structurale de la linguistique structurale. Oui, le langage, d'accord. Donc le langage est très important. La manière dont il écrivait les mots, etc., il attachait beaucoup d'importance à ça. Et y compris les jeux de mots qui font une référence à une tradition freudienne, là je vais laisser David l'expliquer, des jeux de mots. Mais par exemple, est-ce que dans l'analyse, est-ce que l'analyste peut prendre appui sur des choses comme celle-là pour faire le travail de régression dont tu parles? Tout a commencé avec un texte de Freud qui s'appelle « Le mot d'esprit et sa relation à l'inconscient ». C'est-à-dire que c'est là où il a défini la notion de lapsus. Comme il y a des actes manqués, il y a des lapsus, ok. Et avec cette idée qu'effectivement, mais ça je pense qu'on l'a tous vécu, c'est-à-dire que parfois vous dites quelque chose, il y a un mot qui vous échappe et vous dites un truc qui est gênant, ça peut être un truc obscène, ça peut être précisément le truc que vous n'aviez pas voulu dire, etc. Donc il y a cette idée chez Freud que l'analyse de ce que dit un sujet malgré lui est révélateur d'une certaine dimension de lui-même, qui me semble une position assez peu contestable. C'est ce que Freud appelle le Witz, W-I-T-Z, le mot d'esprit. Absolument. Après, le problème, c'est que, comme l'a rappelé Dominique, Lacan, parce qu'il s'inscrit à la fois dans la linguistique, enfin il analyse la linguistique avec Jacobson, etc., socio-Jacobson, et parce qu'il est structuraliste, on a fait une théorie peut-être un peu plus systématique. Et là, il y a, à mon avis, un glissement, et c'est pas une question d'adhésion, on peut être lacanien, entre Freud et Lacan, c'est pas exactement la même perspective. Et je pense que la personne qui l'a le mieux dit, c'est Paul Leroy-Assoun, qui est un bon analyste, un bon théoricien psychanalyste, qui a dit pour Freud, le langage est un vecteur pour forer l'inconscient, typiquement à travers les mots d'esprit. Pour Lacan, les mots sont l'inconscient lui-même. Hein. D'un côté, le langage est un outil, de l'autre côté, comme disait Lacan, l'inconscient est structuré comme un langage. L'inconscient, c'est un langage. Et là, on n'est plus du tout dans le même... Structuré comme on n'est plus... C'est-à-dire son expression, y compris par les rêves, les jeux de mots, les choses qui sont exprimées sans passer par un arbitre supposé conscient, volontaire, etc., ont leur propre grammaire, leur propre syntaxe. Voilà. Et c'est à partir de là qu'il faut la comprendre. Je précise quand même que je suis bien d'accord avec ce que tu as précisé. Chez Lacan, c'était devenu quelque chose de l'ordre de la mondanité, de la rhétorique, qui l'amusait beaucoup. C'était pas franchement sérieux. Voilà. C'est pour faire amuser la galerie. Quand même. Voilà, donc je pense qu'on peut effectivement analyser les ratés du langage, les craquets verbales, pour employer le langage, etc. C'est intéressant parce que ça dit quelque chose de la personne. Si tu dis quelque chose que précisément tu ne voulais pas dire, ou qui est obscène, ou qui est gênant, bon, ben, c'est l'occasion d'analyser. Mais après, effectivement, vouloir analyser chaque tournure de phrase, etc., c'est une posture que certains lacaniens ont, que moi je n'ai pas cliniquement, par exemple.
Est-ce qu'il y a des questions encore? Attends. Bon. Encore une, puisque pendant ce temps, mais tu voulais en poser une tout à l'heure, oui, excuse-moi. Oui, moi, Lacan, je mets un peu à part, parce que je n'ai jamais vraiment accroché. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait des séances de psychanalyse quand elles sont gratuites à l'hôpital, comme il y en a eu souvent et comme il y en a certainement encore? Vous dites séance de psychanalyse ou séance de psychothérapie? C'est des névrosés qui sont avec qui le psychiatre, parce que c'est souvent des psychiatres. Ah oui, donc c'est pas de la psychanalyse. Non, des psychiatres qui sont psychanalystes. Oui, mais ce n'est pas un acte de ce n'est pas ce qu'on a décrit comme une analyse, si tu veux. Bah, moi, je parle d'une analyse. Des gens qui sont pris à long terme. Ils peuvent commencer à l'hôpital, oui, la question, c'est pas que ça dure une séance ou 50. Ouais. La question, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, pour employer un mot moderne qui n'est pas bon, mais un dispositif très particulier de relation. Que tu connais très bien, mais si c'est dans une perspective d'analyse, absolument. Mais là, c'est pour ça que j'ai fait la remarque que j'ai fait tout à l'heure. C'est-à-dire que dans un certain contexte, comme le contexte français, où les soins en général sont pris en charge, tu as des différences de classe qui jouent y compris à ce niveau-là, où des choses sont gratuites, mais tu sais très bien que tu sors du conventionné, etc., tu vas avoir des spécialistes et que tu padron ou une très très bonne mutuelle, etc. Donc, le centre dans le 5e recevait des gens et c'était de très bons psychanalystes. Mais c'est pas ça que je veux dire, je veux pas dire qu'ils sont mauvais. C'est que le rapport, y compris social, le rapport de production, pour parler comme nous connaissons, n'est pas du tout le même. En termes, y compris de rapport de classe, de la même manière que des gens qui pourraient très bien, qui n'ont pas beaucoup de sous, ou d'autres qui en ont beaucoup, ne sont pas placés dans la même situation vis-à-vis du système de santé, ils peuvent très bien, et ils sont très souvent parfaitement soignés dans le cadre du service de santé gratuit. Mais qu'il y en a qui jugent qu'ils ne le sont pas et qui ont les moyens de payer plus cher, même si parfois ils n'ont pas beaucoup d'argent, qui s'endettent, comme il y en a qui, je sais pas, qui vont se droguer et s'ouvrir la vie. Il y a des gens qui puissent se le permettre, que ça a été récupéré dans les classes bourgeoises, etc. Ce que je veux dire, c'est de... Et je comprends, mais vous pouvez être psychanalyste et en même temps psychologue et psychothérapeute. C'est-à-dire que vous pouvez être psychanalyste et recevoir des gens en tant que psychologue ou en tant que psychothérapeute. Mais c'est pas la même chose. Non, mais moi, je vous parle de gens qui sont reçus par des psychanalystes. Mais des psychanalystes qui ne font pas de la psychanalyse, c'est qu'ils font un acte de psychologie ou qu'ils font un acte de psychothérapie. Pourquoi vous pensez que c'est ça? Il faudrait voir votre exemple. Est-ce que ce sont des séances d'analyse? Est-ce que c'est construit comme tel? J'en ai fait 12 ans, donc je sais ce que c'est qu'une séance d'analyse. Donc une séance d'analyse dans un hôpital à titre gracieux. J'ai travaillé dans les hôpitaux et je connais des gens qui ont fait des analyses dans ces centres-là, celui du 5e. Il n'y a aucune non, mais attends. Il n'y a aucune raison de mettre en doute ce que tu nous dis. Mais c'est là que j'insiste à la réponse, et c'est la réponse clairement marxiste sur la valeur, qui est quand même aussi bien à comprendre dans le rapport d'échange de valeurs, etc., dans la socialisation. Tu as un rapport de classe, qui n'est pas exhaustif, qui n'épuise pas absolument tout le type de rapport et qui en plus contingent à toutes sortes de circonstances, y compris, et qui fait que, comme on l'a expliqué tout à l'heure, pourquoi l'argent compte pour la cure psychanalytique. Alors elle a peut-être marché dans ton cas, j'en sais rien, ou qu'elle ne marche pas, mais les raisons pour lesquelles... Je parle pas de mon cas, je parle de gens que j'ai connus dans des centres spécialisés. Attends, je finis d'expliciter, parce qu'apparemment il y a encore un malentendu. Donc, précisons encore une fois que on répondait à la question de Nicole tout à l'heure, dont elle connaît la réponse, l'importance de l'argent, etc. Je pense que ça s'est développé surtout avec Lacan. Non. Beaucoup. Non. Bah, attends, regarde la clientèle de Freud, tu verras. Non. C'était. Non, mais je veux dire, à l'origine, la psychanalyse, ça se développe dans un milieu bourgeois, de classe très très claire. Ça va du fait de toutes sortes de considérations positives, malgré tout, d'intégration, malgré tout, dans l'horizon général de la manière dont on traite les affections mentales ou psychiques. Elle va se retrouver, y compris dans le contexte que tu évoques, et y compris s'adresser à ce qu'on appelait jadis des économiquement faibles, enfin les classes populaires, ou des gens qui n'ont absolument pas parce que, encore une fois,
si tu analyses d'un point de vue à la fois lacanien et marxiste, enfin freudien, et surtout lacanien en l'occurrence, et marxiste, cette question, tu t'aperçois que la valeur de la personne, comme dirait Nathalie Henich dans un ouvrage qu'elle a consacré à ça, la valeur que les personnes s'accordent, il y a la valeur sociale, c'est-à-dire celle qu'on attend se voir reconnue par les autres, puis celle qu'on s'accorde à soi-même. Et ça, c'est très important dans le cas des troubles, justement, qui occasionnent les névroses. Tu comprends? Donc, c'est une manière à la fois de la mesurer et de voir comment le mode selon lequel on mesure cette valeur, y compris à titre individuel, est variable en fonction des positions de classe et des rapports de classe, si tu veux. Et à quel point c'est lié à l'imaginaire, parce que là, on n'est absolument pas dans ce type de valeur, tu n'obtiens pas, je ne sais pas, une bouteille de champagne ou du caviar plutôt qu'une frite défraîchie. Tu vois, c'est ce que tu as en face de toi, on est dans le domaine du subliminal, comme dirait l'autre, voire du subliminal. Donc, cette question de la valeur joue y compris, donc l'approche marxiste, c'est-à-dire le rapport de classe, le rapport objectif, matériel, concret, joue y compris sur l'imaginaire et ses représentations. Tu vois, c'est ce que le cas que tu évoques démontre. On laisse deux questions. Non, Nicole qui s'impatiente. Pas du tout. Oui, juste un petit point historique. En 68, il est clair et net que la psychanalyse chez les Mao, les trotskistes, tout ce que vous voulez, était une science, pas une science, un truc de petit bourgeois. Oui, c'est ce que j'ai dit au début. C'est une mode. Mais ma question concerne un mec qui s'appelle Lucien Sebag, si mes souvenirs sont bons, qui était donc un ami de Judith Lacan et qui s'est suicidé après une analyse avec Lacan. Et dans son livre que j'ai, avant de venir ici, il dit que on ne peut pas soigner les névrosés, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, psychanalystes? Que la névrose, justement, n'est pas un objet de cure. Alors, de cure. Thérapie. Il faudrait voir ce que dit Lucien Sebag. Moi, ça me rappelle. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Marxisme et structuralisme, il me semble. J'avais vu ce bouquin des années 70. Si vous voulez, il y a... Et c'est pour ça qu'il faut bien distinguer entre freudisme, freudo-marxisme, structuralisme, structuralo-marxisme. Attendez, je réponds. Si vous voulez... c'est les névroses. Bon, la psychanalyse est dédiée sur le champ des névroses. Ça, je pense que c'est plutôt clair. La question, c'est qu'est-ce qu'on appelle le soin et la guérison? C'est ça la complication. Hein. C'est que, l'expérience... Alors, il y a des analyses qui échouent. Enfin, il s'agit aussi de reconnaître. C'est un travail... on travaille avec des individualités. Parfois, la relation ne marche pas, le transfert ne fonctionne pas, etc. Mais, si vous voulez, on rencontre énormément de gens, y compris moi dans ma patientèle, des gens qui vont mieux. C'est-à-dire qui arrivent à se dégager de certaines logiques répétitives, de tomber toujours sur les mêmes échecs amoureux, de ne pas pouvoir aller chez papa-maman, d'avoir des phobies, etc. Donc, il y a des effets de guérison, on va dire ça, quand il y a des effets de guérison. Mais ensuite, Freud disait la chose, c'est qu'il s'agit de transformer la névrose en misère ordinaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas guérir la condition humaine. On ne va pas guérir de la peine d'amour, on ne va pas guérir de la tristesse d'avoir perdu un être cher, on va pas guérir de la solitude. Hein. Et d'ailleurs, le signifiant dépression a tendance à cacher la question de la tristesse, etc. C'est-à-dire qu'il s'agit de transformer, pas d'éradiquer, mais comment dire, d'abraser la maladie, et ça, il y a des effets de guérison, mais pas de soigner, si vous voulez, fabriquer une sorte de surhomme qui serait résistant à la précarité de la condition humaine. Mais ça, c'est vraiment très important, parce qu'il y a aussi, paradoxalement, les gens qui sont les détracteurs de psychanalyse imaginent en contrepoint, le mettre sur un piédestal avec cette idée, finalement, on va fabriquer des gens qui sont qui sont Batman ou je ne sais quel super-héros, si vous voulez. Et Freud était très clair là-dessus. Il s'agit de retrouver la tragédie, si vous voulez,
ordinaire, mais en la dégageant effectivement de mécanismes névrotiques. Donc je pense qu'on peut sortir les gens de la névrose, mais on ne les guérira jamais, si vous voulez, de la condition humaine, voilà. De la vie. Alors, sachant que même Freud disait que certains éléments névroses sont précisément des défenses contre des difficultés amoureuses. Si vous êtes phobique des pigeons, vous ne pensez pas qu'effectivement vous êtes seul, vous êtes malheureux dans votre vie amoureuse, vous avez raté votre vie carrière professionnelle. Donc, il y a des éléments névrotiques qui servent aussi de part d'éléments protecteurs contre des émotions évidentes. Il y a ce que Freud appelait des bénéfices secondaires des symptômes. C'est-à-dire que le symptôme permet également de se protéger d'affects évidents. On sait tous ce que c'est qu'une peine de cœur, on sait tous ce que c'est la solitude, on sait tous ce que c'est que le deuil, et des éléments de névrose peuvent être protecteurs, des mécanismes automatiques répétitifs peuvent être protecteurs contre la condition humaine. Donc on ne guérit pas de la condition humaine. C'est important. Très bien. Peut-être une image, une métaphore, mais qui est en fait surtout une analogie, mais qui va vous parler, comme on dit maintenant, du moins, c'est vrai que ça date maintenant d'une dizaine d'années, quand Badiou a écrit son livre qui l'a amené à une notoriété qu'il n'avait jamais eue jusque-là, « De quoi Sarkozy est-il le nom ?» Il vous dit explicitement, en bon lacanien, qu'il va s'adresser, comme on dit en utilisant le sens anglo-saxon du mot s'adresser, il va adresser une pathologie sociale courante, y compris politique, qui était l'état de dépression dans lequel, un peu névrotique, dans lequel, je vais dire pourquoi après, se trouvait une grande partie de la population française qui n'était pas spécialement adepte de Sarkozy, quand Sarkozy est élu malgré tout par une majorité du corps électoral. Et il s'adresse à quoi? À l'espèce d'état dépressif dans lequel ça va mettre toute une série de gens, tout simplement parce qu'ils vont culpabiliser de ça. Et donc, il va leur expliquer, vous êtes dans cet état dépressif parce que vous refoulez quelque chose et que vous ne voulez pas vous dire, que vous ne voulez pas reconnaître. Alors je vais vous expliquer justement de quoi Sarkozy est vraiment, votre névrose Sarkozy est le nom, et le fait de le comprendre et de le savoir, vous irez mieux. Vous irez déjà un peu mieux, tu vois, c'est par analogie, c'est un petit peu ça. Mais il reprenait exactement l'idée générale, aussi bien chez Freud que chez Lacan, de ce que peut apporter l'analyse au névrosé, qui donc, étant dans un état de tension, qui peut devenir psychotique, tu en sais quelque chose, non, je parle pas pour toi, mais d'expériences que tu as racontées avec ton cher ex-époux, lui-même se faisait analyser par Guattari, ça vous donne une idée du résultat, mais bon, donc des tensions qui peuvent déboucher très très mal, surtout si l'analyste est un cinglé lui-même dangereux comme le fut Guattari, donc le résultat, ça peut être assez mauvais, mais le but c'est ça, c'est-à-dire que il y a des trucs que vous voulez pas vous dire, du coup vous culpabilisez, mais vous avez tort, c'est ce que vient d'expliquer à un niveau beaucoup plus prosaïque, mais je pense tout à fait compréhensible, David, à propos de là, bah oui, vous vous sentez mal, vous vous faites du mal à vous-même, mais on vous expliquait en réalité qu'il n'y a pas de quoi, parce que vous êtes en train de vous cacher quelque chose, de refouler quelque chose. Et le but, c'est que vous mettiez au clair avec vous-même, si tu veux. Il ne s'agit pas du tout de retrouver son enfant intérieur. Je dirais même que c'est exactement l'inverse, parce que le névrosé, justement, il est justement dans cette espèce de recherche à la con, où les inepties, on parlait de Cyrulnik tout à l'heure, les trucs sur la résilience, etc. Donc, on est exactement dans une approche inverse, et c'est pour ça que le résultat ne peut être que réel et rationnel, comme vient de le décrire David. C'est vrai. Effet de guérison, moi je ne dis pas il y a des effets de guérison. Une espèce d'amélioration ou de vécu avec ça. Ce qui est très compliqué, juste pour poursuivre ce que je disais, c'est que vous avez maintenant beaucoup de patients qui viennent armés d'un vocabulaire psychiatrique pour s'étiqueter eux-mêmes. C'est-à-dire que vous allez
Bon, il y a des gens qui disent en disant je suis un grand dépressif, je suis très déprimé. Mais en fait, comme je disais, en fait, ce sont des gens qui sont simplement tristes, par exemple. Il s'agit aussi... Le vocabulaire psychiatrique, psychanalytique peuvent servir de cache-sexe, je dirais, puisqu'on est dans le sujet, et de défense. C'est comme vous connaissez, il y a la mode actuellement, il n'y a pas un enfant qui n'est pas TDAH, qui n'est pas surexcité. Et la mode des bipolaires. Donc ou tout des le monde, pervers narcissiques. Et donc ça, c'est très compliqué, parce que aujourd'hui, quand vous avez un enfant qui est un peu, qui est vif, quel enfant ne l'est pas, et on est content qu'il y ait, parce que sinon ça veut dire qu'il est complètement catatonique, donc on est content d'avoir des enfants agités. Il va être soit HPI, soit TDAH, et c'est très compliqué de déconstruire une espèce de verbiage psychanalytique ou psychiatrique pour essayer de revenir, si vous voulez, à une parole qui soit un peu authentique. C'est un travail compliqué. Donc, tu as fait le rapport à Descartes, et tu as dit, chez Descartes, le cogito ergo sum, je pense donc je suis. Le sujet est en coïncidence directe avec soi-même. En psychanalyse, on considère précisément que le sujet n'est pas en coïncidence directe avec soi-même et qu'il s'agit de lui, je ne sais pas si le verbe va te satisfaire, révéler quelque chose et d'aller creuser quelque chose. Et ce qui était très intéressant dans ta présentation, c'est que tu as dit que Freud partait de la famille. Qu'elle a dit qu'il considère que l'individu, il est d'abord le produit de conditions matérielles et sociales objectives familiales. Et est-ce que tu pourrais, j'ai pas vraiment de questions, mais c'est juste ce point m'a interpellé. Je pense que c'est un point très intéressant en lien avec l'aspect matérialiste que tu soulignes dans la psychanalyse. Est-ce que tu pourrais... Tu as écrit là-dessus j'ai écrit un petit article. Non, mais il y a un parallèle évident. Voilà, c'est ça. Et c'est un point très intéressant parce que moi, je n'ai pas une connaissance de Freud personnellement. J'en ai une connaissance totalement superficielle. J'ai balayé des textes quand j'étais étudiant, mais je n'ai pas fait une lecture sérieuse. C'est pour ça que je ne savais pas ça, moi, la centralité de la famille. Je trouve que c'est un aspect très intéressant. Effectivement, tu parlais de la pertinence de la psychanalyse, ça c'est le genre de choses qui effectivement contribue à mettre de l'eau dans ton moulin, si je puis dire. Je ne sais pas si tu as des choses à assister. Non, mais effectivement, j'ai essayé modestement d'essayer de montrer, parce qu'on est une communauté qui s'intéresse à ces choses-là, la dimension matérialiste et dialectique du Freudie, parce que je pense que ça, c'est pour apporter des choses. Oui, il y a je répète, le présupposé de Freud, c'est un déterminisme lié à la vie dans la famille. Enfin, le complexe d'Oedipe, c'est rien d'autre. Premier rapport social, exactement, pour Engels, c'est rien d'autre que de dire... alors après, on le caricature, ça fait rire aujourd'hui, etc., mais c'est rien d'autre que dire, finalement, la vie du sujet, la vie adulte, si vous voulez la comprendre, dans les éléments névrotiques, psychotiques, etc., il faut comprendre comment vivait l'enfant dans sa famille, comment il s'identifiait au père, quelles étaient ses projections sur la mère. Donc c'est le principe du complexe d'Oedipe, quoi. Donc si vous voulez, c'est une vision très socialisée. Si vous voulez, c'est pas du tout la vision qu'on donne de la psychanalyse, notamment dans des milieux de gauche, avec disons, c'est le truc individualiste, etc. C'est une vision super socialisée de l'individu et très matérialiste. C'est les conditions matérielles d'existence. Et le deuxième point, mais là je suis pas spécialiste de Descartes, donc je me permettrai pas. Je compléterai. Il y a une grande polémique effectivement de Lacan. C'est Lacan qui pointe le contraste entre sa compréhension de Freud et de Descartes. C'est qu'il dit effectivement, ce que dit Lacan, c'est Descartes dit « je pense, donc je suis », peut-être mauvaise traduction, mais peu importe, donc je pense, c'est-à-dire je m'appartiens en tant que personne du moment que je pense, et ce que pointe Lacan dans l'invention freudienne, c'est je suis là où je ne pense pas, c'est-à-dire je suis précisément là où je n'ai pas ma propre réflexivité, puisque la dimension inconsciente est déterminante, et que finalement la réflexivité consciente est un produit de cette détermination inconsciente, elle-même surdéterminée par la socialisation familiale. Donc il y a une opposition, si vous voulez, entre les gens qui vont penser que finalement je pense en tant qu'individu, c'est la réflexivité, la conscience qui est déterminante de mon individualité, versus Lacan qui dit je pense ou je suis là où je ne pense pas, qui est précisément la position freudienne, qui est de dire le champ de la conscience est un élément en fait superstructurel et biaisé par rapport à la détermination inconsciente et pulsionnelle. Alors après, est-ce que c'est une bonne lecture de Descartes? Est-ce que l'opposition Descartes, je finis juste Descartes et Freud est bonne? Ça, c'est pas, je laisserai Dominique parler, mais ça me semble intéressant en tout cas de pointer ce contraste. Est-ce que ça on en fait une opposition? C'est pas mon sujet, je suis pas philosophe. Alors comme tu sais, j'ai commis un petit texte où je parle de ça. Alors il faut préciser ce point. Pour comprendre, il faut comprendre
qu'est-ce qui est derrière, quel est l'enjeu philosophique central dans le cogito cartésien. Alors, rassurez-vous, je vais être très court, mais j'espère que ce sera facilement compréhensible. C'est toujours clair et distinct avec Descartes. C'est que la démonstration du cogito, je vous épargne tout le contexte des méditations et autres, c'est pour me convaincre, moi, le sujet, qu'il y a au moins des choses dont je ne peux pas douter. Vous savez, c'est le doute radical, absolu, général, qui n'est pas le doute des sceptiques, etc. C'est le doute du rationaliste. Est-ce que la vérité est possible? Est-ce qu'elle m'est accessible? Est-ce qu'il y a des choses dont je ne peux pas douter? Est-ce qu'il y a au moins une chose dont je peux partir, dont je ne peux pas douter? Et il explique que ce que je suis en train de penser moi-même, il y a au moins une chose dont je suis sûr, c'est que c'est moi et pas un autre qui est en train de le penser. C'est ça qu'il faut comprendre dans la phrase. Donc ça, au moins, je peux avoir une certitude, quel que soit, même si je suis cinglé, etc., ça ne peut pas... oui, parce qu'il évoque toutes ces questions. On abordera peut-être la question quand on discutera de la polémique entre Foucault et Derrida à propos du grand enfermement de la raison, mais, et des inepties et des falsifications de Foucault que lui a balancé, dont le caractère de falsification lui a été rudement balancé par Derrida, qui était lui un fin cartésien. Donc l'idée générale de Descartes, c'est ça. À partir de là, il construit le sujet cartésien, conscient de lui-même, bien sûr, à partir, entre autres, de ça. Ce que va préciser Lacan, c'est que il ne prend pas en compte, du coup, la conscience que j'ai quand je n'ai pas conscience de ce que je suis en train de penser. Et c'est ça l'apport fondamental de Freud, auquel Lacan va être très attentif. Oui. Et c'est donc, vous le savez, j'avais évoqué ça dans l'histoire de la philosophie de l'esprit, donc qui a été initiée par Descartes, et comme quoi Freud et Lacan, y compris, s'inscrivent parfaitement dans des apports décisifs à cette philosophie de l'esprit, puisque on pourrait aussi résumer l'approche, par exemple, des rêves pour caractériser la découverte freudienne par je pense, je rêve, je pense donc je suis, je rêve donc j'inconscie, si tu veux. Et c'est ça que voulait dire Lacan. Oui, le point effectivement fondamental, pour dire une chose triviale, c'est que chez Freud et Lacan, la pensée consciente n'est pas la vérité du sujet. Voilà. Est-ce que ça mérite une opposition Descartes-Freud? Sans doute non, si je t'écoute, mais en tout cas c'est ça que ça voulait dire, et ça je pense que c'est quand même une idée très forte. Et elle est très forte. C'est une continuité absolue. Et elle est très forte parce que je pense que ça va contre la psychologie actuelle, tous les trucs sur le développement personnel, où il faudrait s'appartenir soi-même, où il faudrait se développer, se maîtriser, etc. Alors que la pensée freudienne est une pensée de la brèche, une pensée de la faille, une fait qu'on ne peut pas, on est en incomplétude, on est divisé. Et je pense que c'est beaucoup plus juste et beaucoup plus intéressant que de lire le NUM manuel de développement personnel sur les 10 leçons, si vous voulez, pour mieux se comprendre. Dans la pensée freudienne, justement, on ne se comprend pas, il y a des éléments qui sont inaccessibles, il y a des tensions, des contradictions, des tensions dialectiques entre pulsions, etc. Ça me semble, et c'est beaucoup plus gênant, et c'est en ce sens où, quelque part, la pensée freudienne est une sorte de critique de l'individualisme. C'est-à-dire que l'individu, au sens bourgeois, l'individu qui s'appartient, ça n'existe pas. On est un amalgame de choses contradictoires, et je pense qu'on peut se servir du freudisme pour une critique de la théorie individualiste bourgeoise, alors que trop souvent, la gauche a finalement rabattu le freudisme du côté « c'est une science bourgeoise, post-analyse d'individu ». Non, une fois de plus, le freudisme ne travaille pas à partir de l'individu, il travaille à partir du sujet de l'inconscient, et donc d'un individu qui ne s'appartient pas. Également pour des raisons de détermination sociale dans la famille, ce qui rejoint largement des préoccupations qu'on a en commun. Donc vous voyez, la frontière Freud-Marx est beaucoup plus complexe et à mon avis beaucoup plus fructueuse que ce qu'on en a fait. Mais c'est un point de vue. Nous sommes d'accord là-dessus. Toujours. Moi j'aurais une dernière question. Non, à chaque fois ça relance le débat. Non, c'est plus assez prosaïque. Enfin, c'est les représentations de la psychanalyse dans l'art, dans le cinéma en particulier.
je pensais au film de David Cronenberg, A Dangerous Method, mais il me vient de revenir ce classique de Hitchcock que j'avais vu il y a assez longtemps, c'est, je crois, La Maison du Docteur Edward. Qui est un échec, puisque c'était dans la grande mode. Excuse-moi, je t'en prie, mais parce que c'est très. Tu vas pouvoir poursuivre ta question. C'est toujours. Moi, je donne souvent l'exemple des deux films. Bon, tous les films de Hitchcock ont fait l'objet d'ailleurs, la plupart d'entre eux, et Hitchcock souvent les sollicitait lui-même, comme par exemple... Tu penses à Marnie, c'est ça? Alors, mais à côté de ça, il y a un chef-d'œuvre de film freudien, mais qui est une grande réussite, y compris d'un point de vue. C'est pas de printemps pour Marnie. Où là, le film est explicitement conçu d'un point de vue de l'analyse psychanalytique des pulsions et de tout le reste par Hitchcock. Et là, il le fait magistralement parce que tandis que dans La Maison du Docteur Edward, il suit une mode et il s'en sert pour faire un espèce de scénario. C'est justement la question que je posais à David. Est-ce que tu as est-ce que tu as à l'esprit des productions de cette nature, films ou écrits, qui donnent une idée claire de ce qu'est la psychanalyse, de ce que toi t'entends par psychanalyse en particulier, par exemple? Est-ce que les films d'Hitchcock, par exemple, qu'on vient de citer, sont des bonnes références pour toi? C'est ça que Alors, disons Alors, je partage le point sur Hitchcock, j'en vois pas d'autres, mais du coup, ça me permet de dire une chose. La psychanalyse a toujours fréquenté le monde des artistes, et c'est très bien. La thèse de classe. Alors, pour des raisons de classe, et aussi parce qu'il y avait un positivisme médical qui était très résistant à la psychanalyse, en tout cas en France. Mais on pourra en discuter longuement. Mais typiquement, par exemple, la thèse de Lacan en 1936, sur la paranoïa, était très connue du milieu surréaliste et a fait florès dans les milieux surréalistes, alors qu'elle était très méconnue en médecine au départ, alors que c'était une thèse de médecine, puisque Lacan était psychiatre. Donc il y a toujours une... Et puis, il y a l'interprétation des rêves. Donc, il y a un succès, si vous voulez, du freudisme auprès des artistes, et ça ne me gêne pas du tout, puisqu'on considère que l'inconscient, effectivement, peut avoir des formes diverses. Donc, je ne vois pas de bons films, à part celui-là. Sur la psychanalyse, par contre, je connais des anti-films. Il y a un anti-film complètement débile, par exemple. Je prends l'expression parce que c'est la caractéristique de ce que n'est pas la psychanalyse. C'est Will Hunting. Je ne sais pas si vous avez vu ce truc-là. Oui, avec Matt Damon et Robin Williams. Où là, voilà, on présente le psy comme étant finalement le bon type qui va serrer dans les bras son patient, qui va l'encourager, qui va expliciter, et qui est une sorte de coach. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on présente le psy comme un coach, alors que en fait, un analyste n'est absolument pas un coach, n'est absolument pas un donneur de leçons de vie. Et comme le disait Lacan, il faut faire... l'analyste ne sait pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire que la fin d'une analyse, du point de vue lacanien, c'est quand enfin l'analyste comprend que ce qu'il appelle le sujet supposé savoir, c'est-à-dire l'analyste, chute. C'est ce que dit Lacan. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, quand vous rencontrez un analyste, il a des grilles de lecture, moi j'en ai, mais je ne connais pas la vérité de mon patient. Et c'est au moment où, effectivement, le patient comprend que finalement il a trouvé des choses, mais que je ne suis plus, moi, le sujet supposé savoir, qu'effectivement on peut se dénouer l'analyse. Donc c'est tout le contraire, si vous voulez, du gourou qui va arriver et qui va donner des leçons de vie. Hein. L'analyste ne sait pas la vérité du patient. Il y a quand même eu... Je te rends la parole tout de suite. J'arrête pour une seconde. Ça, c'est ma casquette cinéaste. Il y a quand même eu des bons films, et surtout à l'époque de l'acmé de la psychanalyse, mais ils ne mettent jamais en scène un psychanalyste ou une analyse. Les deux plus notoires, alors c'est lointain, c'est peut-être plus connu, c'est Persona de Bergman et Accident de Losey. Soudain l'été dernier, c'est... Non, il y a des aspects psychanalytiques évidemment, le contexte, mais ça on pourrait le dire de la quasi-totalité de toute une série de films non mais franchement ceux qui se revendiquent en plus d'une approche influencée par la psychanalyse, y compris d'un point de vue très critique social comme dans Accident, d'un point de vue ultra métaphysique chez Bergman, dans Persona, c'est deux films qui sont très influencés, aussi bien chez Losey à cette époque-là, par un effet un peu de mode, c'est complètement différent de Persona, mais ce sont des films où on a une approche psychanalytique qui est nécessaire à la compréhension du récit, des personnages, des rapports qu'ils ont entre eux,
et qui s'intéresse à des, enfin, qui sollicite une rationalité freudienne dans la compréhension du comportement des personnages et de ce qui leur arrive. Et moi, il y a un film qui m'a, en tant qu'analyste, qui m'a marqué parce que je trouve que ça montrait bien la puissance du symptôme, etc. C'est un livre qui n'a pas de prétention. C'est le premier film de Spielberg, comment ça s'appelle, où il y a le camion. Oui. Duel. Enfin, c'est pas un livre sur la psychanalyse, mais cette présence permanente qu'on n'arrive pas à éradiquer, qui revient sur la question de la phobie, etc. Moi, ça m'a beaucoup interpellé. C'est vrai, mais ça, c'est vrai. Ce qui vient d'être dit aussi, c'est vrai pour beaucoup de films. Je suis d'accord. Et pas seulement ceux qui sont tirés de personnages comme Tennessee Williams, d'auteurs comme Tennessee Williams ou autres, pour qui il y avait tout un arrière-plan que vous avez longuement évoqué, qui joue, qui intervient dans sa production artistique. Mais c'est pas des films qui se revendiquent, bien sûr. Même si implicitement, évidemment, si la psychanalyse est vraiment une science, elle permet, y compris d'analyser l'imaginaire, les constructions, les représentations, et qui sont mises en œuvre au cinéma, c'est clair. Et c'est particulièrement sollicité dans les films que vous avez cités. Mais là, je parlais de deux films qui se revendiquent comme ça. Marie. Oui, alors en fait, moi je voulais aussi ajouter que si il y avait eu Zizek qui avait fait la liste de films en essayant de trouver des liens avec Lacan et Freud qui sont souvent très pertinents, donc en fait il suffit soit de l'écouter, soit de le lire, je pense que c'est le mieux. Il cite Lars von Trier, ici oui, ça fait partie des choses pas idiotes que raconte Zizek, oui, c'est vrai. Slavoj. Et sinon, moi je voulais ajouter, est-ce que dans le livre là que vous avez fait, vous parlez aussi d'œuvres d'art? Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes allé chercher? Parce que moi je pense à l'histoire qu'il y avait eu sur Peace Christ, que je trouve génialissime. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est un artiste d'art contemporain qui s'appelle Andrés Serrano, qui a fait une œuvre d'art avec de l'urine, en mettant un crucifix dans l'urine. Et c'est une très 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 belle photo. Et des catholiques intégristes l'ont massacré, lui permettant d'obtenir une cote encore plus grande que l'œuvre initiale, au détriment, dans un refoulé qui est intéressant aussi, en oubliant que les premières icônes étaient faites avec de l'urine. Et ça, c'est génial. Et je voulais savoir si, justement, vous êtes allé chercher aussi dans les œuvres d'art, dans le cinéma. Oui. Il faut vraiment... merci. Il y a tout un chapitre qui s'appelle le chapitre 7, qui s'appelle Dans les lettres et les arts. Je répertorie l'ensemble à ma connaissance. À ma connaissance, l'ensemble des choses qui ont été faites. Alors évidemment, il y a typiquement dans la recherche du temps perdu, il y a Baron de Charlus qui se balade auprès des pissotières, il y a les écrits de Pierre-Louise, il y a Mort à crédit. Le bandeau collector qui a été fait spécialement pour cette présentation du livre. Il y a Céline, Henri Miller, et puis il y a effectivement ce que vous dites, qui est Georges Bataille a beaucoup écrit sur ces trucs-là, et il dit effectivement, il écrit, je vous donne cette petite citation qui rejoint Sade, Pierre-Louise, ça. Et donc il dit dans l'histoire de l'œil Bataille, en fait il ne s'appelait pas Bataille, il avait pris son comment dire, un pseudonyme, c'était Lord Hoc. Il dit, je cite, quant au vin qu'on met dans le calice, les ecclésiastiques disent que c'est le sang du Christ. Mais il est évident qu'ils se trompent. S'ils pensaient vraiment que c'est le sang, ils emploieraient du vin rouge, mais comme ils se servent uniquement de vin blanc, ils montrent ainsi qu'au fond du cœur, ils savent bien que c'est l'urine. Est-ce qu'ils savent bien que c'est l'urine? Mais c'est vrai que, ayant été enfant de cœur, avec les burettes et tout le reste, oui, c'est du vin blanc doux d'ailleurs. Donc il y a tout ça. Et voilà. Et Lacan dira de Bataille que ce qu'il aime chez Bataille, c'est justement l'authentiquement politique. Donc on revient toujours là-dessus. Et que dans l'histoire de l'œil, c'est non pas un livre obscène ou un roman de passe-passe, c'est vraiment l'authentiquement politique qui lui intéresse. Et évidemment, ces images-là, elles sont belles et fortes. Et ça me fait penser que oui, ça mériterait d'être encore plus travaillé, parce que ça aussi, je pense que c'est un sous-sujet traité dans l'histoire de la peinture, ou je sais pas, vu des historiens s'intéresser à ça, quoi. Ah oui, comment ça s'appelle? Trop scatophile. Comment s'appelle ce premier tableau là? Il y aurait beaucoup à en dire, mais comme le temps file, je vais te laisser répondre et peut-être conclure. Sauf s'il y a encore une question on est au bout des questions d'Andreas. Oui, mais le fameux tableau de 1540 dont je parle, de Lorenzo Lotto, qui s'appelle L'amour et Vénus, qui met en scène Cupidon qui urine sur sa mère, etc., qui, à travers une couronne de myrte,
Je cite, il dirige son jet vers le pubis jonché de roses de la déesse, tandis qu'un coquillage, métonymie du sexe féminin, est suspendu dans le coin droit du tableau. Enfin, oui, donc dès le XVIe siècle, les artistes, et puis il y a toutes la pisseuse de Picasso. Enfin, donc effectivement, et puis il y a Marcel Duchamp. Enfin, c'est quand même curieux que l'urinal. Donc, si vous voulez, ce qui est marrant, c'est là aussi les artistes finalement ont fait le boulot d'une certaine manière d'essayer d'expliciter des bizarreries de la condition humaine, et les psys, y compris les analystes, finalement, préfèrent les jeux de mots et les jeux de langage et les calembours lacaniens plutôt que de s'intéresser à la sexualité comme l'avait souhaité Freud. Alors, on est parti pour la confession avec la fessée. La confession avec la fessée. Ah oui, alors ben, voilà, là, tu vois, c'est une lacanienne. Hein, bon. Alors ça, c'est le côté mondain qui est très divertissant, très amusant, mais qui permettait à Lacan d'intéresser un public pas forcément très attentif ou préoccupé. Mais je t'invite à reprendre la conclusion que tu viens d'avoir, qui me paraît excellente, quand tu disais qu'il s'agit... ouais, voilà, je te laisse la... Juste au moment où Marie a apporté... oui, ben, cette idée, effectivement, et merci Marie, et donc tu seras intéressé par ce chapitre 7 sur les lettres et les arts, qu'effectivement les artistes ont depuis longtemps travaillé cette question des bizarreries de la condition humaine, et notamment la question de l'urine, les artistes, Rembrandt, Picasso, Lotto, etc. Alors que finalement, paradoxalement, les psys, y compris les psychanalystes, se sont montrés beaucoup plus prudes, en préférant parfois les calembours, les jeux de mots, alors que Freud les incitait à travailler sur la sexualité. Et voilà, une fois de plus, ce sont souvent les artistes qui nous donnent la voix, mais Freud disait souvent que ceux qui connaissent le mieux l'inconscient, ce sont les poètes. Voilà, ça me paraît une belle conclusion. Il y a aussi Dali et Magritte. Dali et Magritte. Absolument. Non mais la liste est longue, rassure-toi. Et puis Gustav Klimt, comment vous voulez comprendre ces femmes dans un milieu aqueux et la présence du doré autrement que sur la question de l'urophilie? Comment comprendre?